Et alors, bonjour tout le monde. Euh, on commence notre septième séance. Et je vais juste m'assurer que vous m'entendez. S'il y a quelqu'un en ligne qui peut lever la main pour dire oui, je vous entends, pour être sûr qu'on Oui, aille. oui, tout va bien, oui, si tout va bien. Super, merci beaucoup. Excellent. Et donc, comme vous savez, il y a une traduction simultanée en anglais présentement. Donc, si vous voulez, vous pouvez, si vous préférez l'anglais, vous pouvez cliquer sur les boutons et mettre la langue anglaise. Alors, c'est notre septième séance et on continue en fait la séance précédente. On continue sur un contenu similaire de la séance à la séance précédente, qu'on avait commencé avec Bruno Agar, professeur Bruno Agar. Et on avait fait la semaine passée avec un script Python. On avait joué un peu sur la manipulation des données textuelles. Et on avait fait une petite analyse des sentiments. Et aujourd'hui, on va faire une analyse non supervisée et supervisée. Et je pense que tout le monde devrait déjà avoir reçu les informations pour se rendre dans ces fichiers-là, mais je vais vous les remontrer à tout le monde. Alors, on va sur Collab Research google.com. Il faut avoir un compte Gmail ouvert. Ensuite, je me positionne un peu mieux pour le micro. Ensuite, on clique sur GitHub, sur l'onglet GitHub. Et dans la recherche, on écrit 4.0, trait d'union, Chair Innovation, trait d'union, PolyMTL. Donc, on clique sur la loupe. Je vais les mettre sur la chat de manière que tout le monde puisse faire éventuellement un copier-coller. Et donc, ici, vous cliquez sur la séance 7 en français ou session 7 en anglais. Vous choisissez votre langue et vous ouvrez donc les fichiers. Alors, donc, je commence en fait rapidement. Alors, aujourd'hui, c'est moi et Bruno qui va faire l'atelier. Je vais faire un très rapide rappel de l'atelier précédent. En fait, des fonctions surtout pour que vous rappeliez comment les utiliser. Ensuite, professeur Bruno Agar parlera des méthodes non supervisées et des méthodes supervisées, en posant surtout l'attention sur un seul algorithme non supervisé qui est le K-moyenne ou K-means et les perceptrons multicouches pour les superviser. Ça va durer autour de 50 minutes 60. Et ensuite, je vais, en espérant que cette fois-ci, on ait le temps pour réaliser l'exercice, je vais vous expliquer l'exercice et je vais vous laisser en groupe ou de façon individuelle réaliser une partie au moins de l'exercice pour finaliser les dernières 10 minutes ou 5 minutes ensemble. Donc, je reprends alors un peu du contenu qu'on a fait la semaine passée. D'abord, bon, vous savez, on est sur un fichier notebook de Jupyter et on travaille sur les serveurs de Google. Donc, on utilise du cloud computing par Google et il faut donc exécuter des lignes de code pour, pour, euh, pour avoir donc les outputs sur notre browser. On commence par préparer l'environnement. Donc, on clique sur les premiers blocs de code. Le deuxième sert pour importer des modules que nous utiliserons aujourd'hui. Donc, une fois qu'il y a une
Petite tic vert ici à gauche. L'environnement est prêt. Et donc, on peut commencer. Alors, la semaine passée, on avait regardé comment faire de la manipulation des textes pour les préparer en fait à l'analyse assistée par ordinateur. Et on avait un exemple comme celui-là, dans lequel on a un texte qui est composé de 5 phrases. Alors, on peut cliquer sur le petit bouton pour initialiser cette variable. On avait vu la semaine passée qu'il existe des fonctions pour segmenter un texte en phrases. C'est qu'est-ce que CentTokenize fait. Et la semaine passée, la dernière séance, ça fait 2 semaines, et on avait créé une petite fonction qui nous permet de faire du nettoyage nécessaire dans les textes. Donc, le nettoyage, donc on peut cliquer ici aussi, et on applique la fonction sur toutes les phrases que nous avons trouvées dans les textes. Donc, les rappels, alors, deux petits éléments pour vous rappeler que le nettoyage est fondamental pour réduire au minimum les occurrences graphiques. Donc, si nous avons un verbe manger qui est décliné en plusieurs manières, mais qui son contenu sémantique est toujours le même, alors pour un modèle vectoriel de celui typique qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est mieux qu'il n'y ait pas toutes les occurrences de manger avec les différentes flexions du verbe manger, mais qu'il y ait le verbe à l'infinitif, manger. Et donc, toutes les fréquences de cette lemme-là soient regroupées dans la même colonne de la matrice. Donc, tout le nettoyage a comme objectif cet élément-là, c'est-à-dire de réduire le plus possible le vocabulaire de notre texte analysé. Alors, il y a plusieurs étapes. Qu'est-ce qu'on avait vu la semaine passée? C'est la réduction à sa racine ou à son lemme et l'analyse morphosyntaxique qui nous permet d'identifier tous les noms, les adjectifs, les verbes, les noms propres, etc., qui sont présents dans les textes. Et avec cette fonction, nous sommes capables de retenir seulement les mots qui appartiennent à une des catégories morphosyntaxiques de notre choix. Par exemple, ici, je vais retenir seulement les noms, les adjectifs et les verbes. Et je vais réduire tout à sa racine. Alors, le résultat qu'on a c'est celui-là, dans lequel nous avons donc les verbes, nous avons morning, par exemple, a été réduit comme ça. C'est un nom, nous avons des verbes, feel, etc. Donc, ça, c'est le premier rappel. Le deuxième rappel, c'est la vectorisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement? Il faut traduire le texte dans un objet mathématique qui puisse être utilisé par les algorithmes. Et généralement, il y a plusieurs modèles, mais généralement, on utilise les modèles vectoriels. Donc, une matrice comme celle-là, dans laquelle on peut avoir pour chaque ligne des documents différents ou, dans notre petit exemple, chaque ligne sera une phrase. Donc, une de ces phrases-là. Chaque ligne, c'est une phrase. Et chaque colonne, c'est un mot de notre vocabulaire. Et la cellule, c'est une pondération. La plus simple, c'est la binaire. Donc, les mots, est-ce que le mot 8 est présent dans la première phrase, oui ou non? Est-ce que le mot morning est présent dans la première phrase, oui ou non? Etc. Après, il y a une pondération de fréquence. Combien de fois morning apparaît dans la première phrase? Une seule fois, etc. Il y a aussi d'autres pondérations, comme celle qui Bruno vous expliquait la dernière fois, c'est le TF-IDF. C'est une normalisation de la fréquence, essentiellement. Donc, voilà. Donc, pour faire notre vectorisation, on va utiliser cette fonction ici. Je vous invite à regarder 3 arguments de cette fonction. La première, c'est min_def,
c'est la seule minimale de la fréquence documentaire qu'un mot doit avoir pour être retenu dans la matrice. Dans ce cas-là, nous avons mis 1. Donc, chaque mot pour être retenu dans la matrice, il faut qu'il apparaisse au moins dans 100 documents. Puis max def, c'est le maximum, dans combien de documents maximum doit apparaître. Donc, ici, on a mis 10. L'autre important que vous allez utiliser aujourd'hui, c'est le n-gram range. Ça vous permet d'ajouter à la matrice des bigrammes. Donc, je vais faire un petit exemple des bigrammes ou des trigrammes ou des quadrigrammes, tout ce que vous voulez. Donc, imaginez par exemple this morning. Alors, si dans votre corpus, vous avez this morning plusieurs fois, et avec le seuil et les paramètres qui vous donnent à la fonction count vectorizer, si this morning respecte ces critères, il va être ajouté comme bigramme dans la matrice. Donc, il faut qu'il y en ait évidemment beaucoup de this morning ou d'autres bigrammes pour qu'ils restent dans la matrice. Donc, qu'est-ce que ça vous permet de faire? C'est de garder les séquences de mots qui sont les plus fréquentes dans votre corpus. Des fois, ça donne des choses intéressantes de retenir les bigrammes ou les trigrammes, du point de vue de l'interprétation, mais aussi du point de vue carrément de l'apprentissage et donc de la mesure qui vous permet d'évaluer votre modèle d'apprentissage. Donc, c'est vraiment ces trois, surtout ces deux, en fait, min-def et n-gram range qui vous devez tenir compte aujourd'hui pour le travail. Donc, on va cliquer sur le chunk de code. Ici, on génère la matrice, c'est notre matrice de fréquence, avec les mots qui ont été retenus après le nettoyage et sa fréquence. Et avec cette fonction-là, on crée la matrice TF-IDF. Comme vous voyez, c'est des fréquences normalisées. Et généralement, aujourd'hui, on va travailler avec cette pondération-là. Donc, une matrice avec la pondération TF-IDF. Bon, moi, je m'arrête à ça. Je reviens plus tard pour vous présenter l'exercice. Et là, je vais demander effectivement à Bruno de partager son écran, de prendre la parole. Bonjour, merci bien. Je voulais juste savoir si on m'entendait bien. Il n'y avait pas de problème avec l'image et le son de mon côté. C'est correct? La voix, c'est un petit peu mal entendu, mais c'est correct. On voit l'image très clairement, mais la voix, c'est pas très clair. Attendez, je vais essayer. Hop. Pour le son, c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux. Okay. D'accord, merci, excusez-moi. Rebonjour après la présentation de Davidé. Alors, cette fois-ci, je vais avancer sur les méthodes. La dernière fois, on avait vu principalement pour transformer le texte sous forme matricielle. Puis là, on va voir un petit peu comment utiliser ces matrices dans deux ensembles de méthodes, des méthodes non supervisées, des méthodes supervisées. Alors, encore une fois, c'est juste pour rappeler, c'est quelque chose d'introduction. Il existe beaucoup plus de méthodes que ce qu'on va voir ici. Ici, on est vraiment plus de introduction un petit peu avancée. Alors, au niveau des méthodes non supervisées, ce qu'on va voir, c'est la segmentation. Alors, la segmentation, c'est quoi? La segmentation, ça sert à partager un groupe d'objets en sous-groupes d'objets qui vont être similaires. Donc, on va essayer par exemple, notre groupe de texte, d'identifier, dans l'exemple qu'on a ici, parmi les phrases qu'on a, on va essayer de trouver les phrases qui se ressemblent d'un côté et puis les autres phrases qui se ressemblent d'un autre côté. Donc, on va faire différentes choses à faire. Savoir comment on mesure que deux textes se ressemblent et comment on définit le nombre de groupes et qui va dans chaque groupe. Alors, les méthodes de segmentation, comme je vous disais, il en existe plusieurs et on choisit les méthodes de segmentation habituellement en fonction du type de données qu'on a et des caractéristiques qu'on veut sur les groupes. Alors, on verra un tout petit peu plus loin très rapidement deux autres groupes de méthodes, mais la chose sur laquelle on va se concentrer le plus, ça va être la méthode des cas moyennes, qui est une méthode très populaire et surtout qui est très efficace quand on a des grands volumes de données. Alors, les méthodes de segmentation qui sont basées sur la distance, parce qu'on a besoin d'avoir la proximité entre deux textes, cette proximité est mesurée avec des métriques de distance. Alors, pour qu'on regarde un petit peu, c'est quoi ces métriques de distance qui vont être à la base
de plein de méthodes de segmentation. Alors, juste de petits rappels, parmi les exemples de métriques pour la distance, ici, on vous a mis des rappels sur la distance euclidienne, c'est une distance rectiligne entre deux points. Alors, quand on a des textes ici, on va regarder le nombre la distance entre nos deux textes considérés comme des vecteurs. Chacun va être considéré comme un bout du vecteur, et puis on va regarder la distance entre ces deux vecteurs-là. Il existe des métriques qui, des fois, font plus de sens pour nous, pour les textes, notamment ce qui va être les distances de Hamming. Alors, les distances de Hamming, il faut faire attention quand on les utilise dans les logiciels, parce que sous le nom de distance de Hamming, en fait, il y a plein de sous-catégories. Alors, il faut les voir, des fois, elles vont s'appeler H1, H2, H3, ça va dépendre des logiciels, mais elles ne vont pas faire toutes la même chose. Deux choses à faire attention dans les Hamming, comment on calcule la distance, et puis est-ce qu'on regarde les coordonnées qui se ressemblent ou les coordonnées qui diffèrent. Alors, dans l'exemple qui sont ici, je l'ai regardé en coordonnées qui diffèrent. Donc, des textes vont avoir une distance de 1 si jamais ils utilisent les mêmes mots, sauf un. Il y a un texte qui utilise un mot que l'autre ne va pas utiliser. Donc, on va comparer les vecteurs 2 à 2. Donc, si le mot chat apparaît dans les deux textes, il n'y a pas de similarité, il n'y a pas de différence, donc ça fait 0. Si un texte a chat et l'autre n'a pas chat, ça va faire un point de différence. Alors ça, c'est le modèle le plus simple. On va regarder combien de fois il y a des mots qui apparaissent dans un texte et pas dans l'autre. Alors, comme cette distance va varier en fonction de différents critères, on va voir qu'on est capable de le ramener un petit peu. Alors, notamment dans les textes, il y a des dizaines de milliers de mots dans les dictionnaires et la plupart, on ne les utilise pas. Donc, plutôt que de donner un point à chaque fois qu'il y a un mot tous les deux, on n'utilise pas le même mot, oui, ça fait un sens, mais il y a tellement de mots qu'on n'utilise pas qu'on ne va pas les utiliser. Donc, on va regarder seulement parmi le vocabulaire utilisé. Est-ce qu'on utilise tous les deux le mot chat? Ça fait un point. Si tous les deux, on n'utilise pas le mot cheval, on va dire ça ne fait pas de point. Donc, ça va être le nombre de coordonnées différentes dans le sens, différentes, mais dans ceux qu'on utilise. Donc, notamment, tous les mots du vocabulaire qu'on ne va pas utiliser ne vont pas apparaître dans cette chose-là. Alors, c'est déjà une amélioration par rapport à la métrique initiale. Dans la métrique suivante, c'est la même chose. On peut prendre l'une ou l'autre des métriques précédentes, mais on va diviser en fait par le nombre de mots qui existent dans le texte. On va juste ramener ça en fait en pourcentage de données différentes. Donc, soit en pourcentage de données différentes des mots qui existent, soit en différence de pourcentage des mots utilisés dans les textes. Alors, c'est quelque chose de très fréquent, ces deux métriques-là avec les distances de Hamming. Des fois, ça peut arriver qu'on veut améliorer un petit peu. Alors, notamment quand on va utiliser des textes, on va comparer des textes, on va utiliser le contenu du texte, mais par exemple aussi les résumés, aussi les titres, aussi les auteurs. Et par exemple, on va vouloir mettre plus de poids sur le fait que ce soit écrit par le même auteur, que les textes se ressemblent. Donc, on va être capable, si on veut, on va être capable de pouvoir pondérer certaines coordonnées. Donc, on va donner plus de poids si j'utilise les mêmes mots que si je ne les utilise pas. Là, c'est le truc par défaut. Mais aussi, on peut pondérer plus certaines sections du texte que d'autres sections du texte. On peut pondérer plus les mots qui apparaissent dans l'introduction et la conclusion que les mots qui apparaissent au milieu du texte. On va pondérer plus les débuts de phrase que les fins de phrase. Donc, avec cette distance de Hamming et la position des mots dans le texte, des fois, on est capable de bonifier en fonction de l'exercice qu'on veut faire. Alors, des métriques, là, je vous en ai montré quelques-unes. En rien de temps, là, on en a vu 5. Et en fait, il en existe beaucoup, beaucoup d'autres. Ce qui est embêtant, c'est malgré qu'il en existe plein, il n'y en a aucune qui est bonne pour ce que vous allez avoir besoin. Pourquoi? C'est parce que votre besoin est unique. Si vous voulez comparer des livres de poésie ou des articles scientifiques ou des tweets ou des articles de loi, ça ne va pas être la même chose qu'on va avoir besoin d'utiliser. Donc, il y a des fois, on va vouloir pondérer, des fois, on ne va pas vouloir pondérer, des fois, on va vouloir prendre en compte certaines choses du vocabulaire ou pas. Donc, il va falloir très souvent bonifier les métriques qui sont ici dans le contexte pour lequel on va vouloir travailler.
Donc, là, on va vous faire des exemples avec encore une métrique un petit peu différente que celle qui est ici. Par la suite, on va utiliser la méthode cosine qui, en fait, regarde l'angle entre les deux vecteurs. Mais il en existe d'autres. Et encore une fois, c'est vraiment à vous de faire attention en fonction du contexte que vous avez. Est-ce que vous voulez accorder plus de poids à certains éléments du texte qu'à d'autres? Alors, avec les éléments qu'on a là, on choisit une métrique qui va être pertinente pour notre exercice et on est capable de calculer la distance entre deux textes. Alors, la distance entre deux textes, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. On va avoir besoin aussi, dans certaines méthodes, de déterminer la distance entre un texte et un groupe de textes. Donc, est-ce que je dois ranger ce livre dans l'étagère 1 ou dans l'étagère 2 qui contiennent plein de livres? Alors, soit on va dire, je vais mettre mon livre dans l'étagère 1 parce que dans l'étagère 1, il y a un livre qui lui ressemble beaucoup. On va dire, non, je vais mettre mon livre dans l'étagère 2 parce que dans l'étagère 1, malgré qu'il y ait un livre qui ressemble beaucoup, il y a aussi un livre qui est très, très, très différent. Donc, des fois, on va regarder c'est quoi le plus ressemblant. Et des fois, on va dire non, c'est mieux de se mettre loin de celui qui est différent. Des fois, on va dire, OK, je vais mettre dans l'étagère où, en moyenne, il y a des choses qui se ressemblent. Donc, c'est juste qu'on va dire, mon texte, mon objet, est-ce que je le mets en fonction de l'objet le plus proche? Est-ce que je le mets plutôt loin de l'objet le plus différent? Ou est-ce que je le mets dans le paquet qui, en moyenne, ressemble? Alors, en moyenne, ressemble, des fois, on va regarder, on va calculer les distances de tout le monde à tout le monde. Et des fois, ce qu'on va dire, c'est que plutôt que de calculer les distances de tout le monde à tout le monde, imaginons qu'on aurait une étagère avec, des étagères avec chaque fois 1 million de livres. Quand j'ai un nouveau livre qui arrive, je ne vais pas vérifier avec les 1 million de livres à chacun à quel point il ressemble. Je n'aurai pas le temps. Donc, des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un centre de gravité. Dire, OK, ce livre est le représentant de l'étagère 1. Ce livre est le représentant de l'étagère 2. Je dis, OK, ça va te ressembler plus à l'étagère 1 ou l'étagère 2. Donc, il existe des métriques pour regarder si un texte ressemble à un autre, un livre ressemble à un autre, un objet ressemble à un autre. Puis on est capable aussi de regarder est-ce qu'un objet ressemble à un groupe, ou un livre ressemble à un ensemble de livres ou à un autre. Alors, je peux comparer un livre à un groupe de livres. Ce qu'il faut faire attention, très important dans les métriques de distance, c'est dans le deuxième paquet ici, c'est de bien normaliser nos données. Parce qu'on a vu toutes les choses qui sont basées sur la distance, on calcule la distance, donc une distance entre nos objets. Alors, par exemple, ici, si j'ai 3 textes, j'ai un texte qui utilise 100 000 fois le mot maman, puis après, il utilise un vocabulaire quelconque. Le livre d'en dessous utilise aussi 100 000 fois maman et un vocabulaire complètement différent. Le troisième livre utilise une fois maman et un vocabulaire complètement ressemblant au deuxième livre. Mais si je ne normalise pas les données, si je calcule les données entre ces deux vecteurs, on va voir que, en fait, je dis que j'ai un livre qui contient ça, un livre qui contient ça, un livre qui contient ça. Si je calcule la distance entre les deux premiers livres, la distance est faible parce que, à cause que le maman est très, très, très populaire. Donc, c'est pas 10 000, c'est 100 000 que j'ai mis ici. En fait, 100 000 fois, les livres sont d'accord et puis 6 fois, ils ne sont pas d'accord. C'est pas parce qu'il y a 100 pages avec écrit maman, 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 puis que tout le reste est différent derrière, que ces livres vont être forcément très ressemblants. Et là, si on regarde dans le deuxième cas, malgré qu'il y a tous ces mots de vocabulaire en commun, il y a juste le premier mot qui est différent, mais beaucoup utilisé dans un texte. Et les textes 1 et 2, donc on récapitule en compte 0, 1, 2, ces textes-là ont l'air très différents. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire dans notre étude. On dit, OK, là, ce que je vais vouloir, c'est normaliser mes données. Je veux juste savoir que dans les 2 premiers textes, on utilise beaucoup plus le mot maman que dans le deuxième, plutôt que de savoir que j'utilise 100 000 fois. Alors, il existe différentes manières de normaliser. Alors, il y a notamment la normalisation décimale. On va juste, pour chaque colonne, ramener ça dans un nombre entre 0 et 1. Alors, par exemple, ici, la première colonne, il suffirait de diviser par 100 000. Donc, si on calcule la distance cette fois, on va voir que les textes qui se ressemblent, c'est les 2 derniers plutôt que les 2 premiers. Il y a d'autres manières de normaliser parce que
nos textes, ça peut peut-être aller, hein, il y a des mots qu'on utilise jusqu'à 17 fois, à un autre endroit, il y a un mot qu'on utilise 130 fois, un autre quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à chaque fois c'est quoi le minimum et le maximum d'utilisation de chaque mot pour normaliser avec ça. Donc, dans chaque colonne, on va ramener les choses en 0, 1, mais sans avoir besoin de, à la main, de vérifier combien de fois en paquet de 10 j'en ai. Donc, on va voir que dans Python, en fait, il existe différentes manières de normaliser. Alors, c'est très facile. Il suffit d'appeler notamment, par exemple, la bibliothèque là, pour normaliser en min-max. Et puis, je prends mon ancien paquet de données que je vais normaliser. Donc, top. Là, je vais utiliser un outil de mise à l'échelle de type min-max que je vais apprendre sur mes données. Et puis, j'effectue la transformation. Alors, quand j'utilise ces bibliothèques de Python, il existe aussi tout le temps la fonction inverse. Donc, on peut faire notre analyse sur des données normalisées et après refaire l'opération inverse pour savoir combien de mots ont été utilisés, enfin, combien de fois les choses sont apparues en réalité. Alors, si je normalise là, je vais retrouver les mêmes chiffres que tout à l'heure, si je retrouve les mêmes choses. Des fois, plutôt que normaliser sur le min-max, on va normaliser sur la variance. Quand on va voir notamment certaines propriétés d'indépendance qu'on va souvent utiliser d'ailleurs dans les textes, ce qui n'est pas toujours vrai, mais on va considérer que les textes sont indépendants. Puis là encore, on va voir que cette fois-ci, les 2 derniers textes sont toujours plus proches que les 2 premiers. Alors, juste de faire attention à ça, que tout à l'heure, David vous a présenté les 2 métriques. Si vous vous rappelez, on avait un vectoriseur ici qui regardait est-ce que j'utilise le mot oui, non, oui, non, oui, non. Pas besoin de normaliser avec ça, c'est déjà entre 0 et 1. Mais des fois, on va avoir, c'est que plutôt que de normaliser, on va avoir le nombre d'utilisations du mot. Et là, on pourra avoir les biais que je vous disais à l'instant, des mots qui vont être utilisés de manière très débalancée d'un texte à l'autre. Donc, si jamais c'est ça, il va falloir normaliser votre texte. Pour la suite, dans les choses qu'on va faire par la suite, pour éviter cette chose-là, on va utiliser la métrique TF-IDF qui déjà va ramener les textes avec les logarithmes dans des échelles plus proches. Alors, méthode non supervisée. On est dans la segmentation. On a parlé rapidement des métriques de distance. Faire attention avec les métriques de distance, de bien normaliser les données si nos données justement ne sont pas normalisées au départ. Maintenant, j'ai des outils pour mesurer la distance entre 2 textes, entre un texte et un ensemble de textes. Et puis, si jamais j'ai des données débalancées, je suis capable de corriger mes données. Donc, maintenant, je suis prêt à travailler. Alors, on va regarder un petit peu maintenant comment fonctionnent les algorithmes de segmentation. Alors ici, on vous a mis un premier petit code, juste une première fonction qui va juste nous servir à représenter nos données de manière graphique pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est juste une fonction graphique qui va permettre de représenter nos groupes. Le deuxième code qui est ici, c'est pour générer des ensembles de données, d'accord, pour qu'on soit capable de le faire tourner chacun devant nos ordinateurs. Alors là, en fait, j'ai généré 4 ensembles de données assez proches les uns des autres, mais avec du bruit. Par contre, vous voyez, ces 2 ensembles sont proches. On va voir si on est capable de les retrouver. Alors ça, on va supposer que c'est nos textes pour l'instant. Après, on l'utilisera sur des vrais textes. Mais ici, j'ai 1000 textes qui utilisent du vocabulaire similaire plus ou moins souvent. Et puis, on a en fait la distance de 1000 textes les uns avec les autres. Et on va regarder comment on pourrait faire des groupes dans ces choses-là, sur l'exemple qui est ici, parce qu'on le voit bien, c'est un exemple qu'on a généré, puis après on le fera sur des ensembles de textes réels à la suite. Alors, la méthode de base en segmentation, c'est la méthode K-means. La méthode K-means, c'est un algorithme de segmentation, c'est-à-dire que sur nos ensembles de points ici, on va segmenter les données, c'est-à-dire en fait, on va le couper dans la méthode K-means par des droites. Donc, on va tracer des droites dans nos ensembles de données. Par exemple, on pourrait tracer une droite ici pour séparer le groupe qui est là. Après, je peux retracer une groupe ici pour séparer le groupe qui est ici. Et petit à petit, on va segmenter, tracer des segments de droite
pour isoler nos groupes. Alors, la méthode de segmentation, donc, où on coupe avec les droites, mais un texte, il est d'un côté de la droite ou de l'autre. Ça veut dire qu'un texte, il va être rangé dans un groupe ou dans un autre. On va voir un tout petit peu plus loin tout à l'heure des méthodes hiérarchiques, où un groupe peut être, par exemple, c'est un roman policier du Moyen-Âge. Donc, c'est pour avoir une étagère Moyen-Âge, et dans l'étagère Moyen-Âge, il pourrait y avoir un sous-groupe policier, puis un truc guerre, et puis un truc religion, et un truc. Donc, dans la méthode Camille, je suis dans une étagère ou dans l'autre, que dans les méthodes hiérarchiques, il peut y avoir des groupes dans les groupes. Alors là, on commence par la méthode de segmentation. Je suis dans un groupe ou dans l'autre. Que fait la méthode Camille? Ben justement, elle va essayer de trouver les espaces, enfin les endroits pour couper notre texte, de manière à ce que tous les textes qui vont être de chaque côté de la droite, de l'endroit où on a coupé, soient le plus similaires les uns que les autres. Et similaires les uns avec les autres, dans le sens de Camille, c'est qu'on va calculer la distance de tous les textes à tous les textes dans un groupe. Donc, je calcule la distance de tout le monde à tout le monde de chaque groupe. Et on va regarder si je minimise de chaque côté la distance au livre moyen du groupe. Donc, c'est comme si je disais, OK, je pense que si je coupe ici, je vais séparer les deux groupes parce qu'ici, ben, je vais être capable de minimiser la distance à ce groupe moyen qui serait représenté par la flèche ici. Et là, je vais minimiser par rapport à un groupe moyen de l'autre côté. Donc, quand je fais la segmentation, ben, le résultat qu'il va y avoir, c'est que pour chacun des textes, on va lui dire, ben, tu es dans le groupe 1, tu es dans le groupe 2, tu es dans le groupe 3, tu es dans le groupe 1, tu es dans le groupe 3, tu es dans le groupe 2. Donc, on va rajouter une étiquette qui va dire pour chaque texte dans quel groupe je t'ai mis. Et ben, en fait, on va rajouter un vecteur de sortie qui va dire ben, pour chaque texte, tu es dans le groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec la méthode Camille, K définit le nombre de groupes. Donc, c'est nous qui, au début, on va dire, ben moi, cet ensemble de textes, je veux le partager en 8 groupes, 3 groupes, 7 groupes, 22 groupes. Et la méthode Camille va mettre chacun des livres dans les groupes qu'on a définis. Si on lui demande 22 groupes, et après 22 groupes, il va mettre chaque livre un numéro de 1 à 22. Et avec Python, de 0 à 21. Alors, la méthode Camille existe déjà dans Python. Donc, on va charger la méthode Camille, qui est dans la bibliothèque Scientific Kit. Donc, très facile à utiliser. On va dire, ben, par rapport à mon ensemble de données, l'ensemble de données qu'on a généré juste au-dessus, je vais dire, ben, sur l'ensemble de données X, fais-moi 4 groupes avec la méthode Camille. Et le résultat, ben, donc là, il va apprendre un modèle de comment faire un groupe. Et puis, je lui dis, ben, ce modèle, tu l'appliques aux données que tu as utilisées, puis mets dans la variable Y chapeau, enfin, je vais appeler Y chapeau, dans la variable Y, cette variable Y, ben, donne-moi dans quels éléments sont les groupes. Alors, il va faire les groupes. Et puis, chaque groupe, avec la fonction draw qu'on a fait tout à l'heure, va être représenté d'une couleur particulière. Donc là, je lui dis, fais 4 groupes. Alors, il a trouvé, il a fabriqué les 4 groupes, il représente chaque groupe en une couleur différente. Comment est-ce que fonctionne cette méthode? Alors, la méthode Camille, c'est une méthode itérative qui veut dire qu'on fait un calcul et puis on avance et on reboucle plein de fois jusqu'à ce qu'on soit capable de stabiliser ou d'avoir une solution qui nous plaît. Comment il fonctionne? Alors, au début, ben, on va lui dire combien de groupes on veut. On lui dit, je veux 4 groupes. Alors, la méthode va choisir 4 livres au hasard pour dire, ben, ces livres vont être le représentant de mes 4 étagères. Et après, tous les autres livres, on va regarder ben, à quel point chacun des livres est ressemblant aux 4 livres que j'ai décidés. Alors, je vais faire un groupe pour le premier livre, un groupe pour le deuxième, un groupe pour le troisième, un groupe pour le quatrième. Et après, dans chacun de ces groupes-là, là, j'ai fait les groupes pour chacun des livres, pour chacun de ces groupes, on va regarder, ben, par rapport au premier livre, j'ai fait un groupe 1. Mais est-ce que le livre que j'ai choisi en premier est vraiment un bon représentant du groupe? En général, non. Donc, on va dire, OK, bon, ben, pour ce groupe 1, j'ai mis 30 livres dedans. Ben, finalement, ce n'est pas le premier le plus représentatif du groupe, c'est le 8e. On va dire, OK. Donc,
le nouveau livre, le 8e livre, va devenir le livre représentant, enfin, on va prendre un livre moyen qui va être représentant du groupe. Ce que je veux dire pendant le livre représentatif, c'est une autre méthode caméloïde qui ressemble beaucoup. Donc, je choisis 4 livres. Après, je prends les 996 autres livres. Pour chaque livre, je dis, tu ressembles beaucoup au livre 1, ou au 2, ou au 3, ou au 4. Je fais des tas. Et après, je vais calculer un livre moyen. Et on va dire, OK, est-ce que le livre que je vais choisir au début ressemble au livre moyen? Si ce n'est pas le même livre, on recommence le calcul. OK, maintenant, on va refaire une itération avec le livre moyen et on va répéter. Donc, je choisis des représentants, j'affecte les livres dans les groupes, je recalcule le centre des groupes et je recommence. Alors, on va voir par exemple ici sur un petit exemple. Alors, on a choisi 4 points au hasard pour faire nos itérations. Alors, à la première boucle, je ne sais pas, il avait dû choisir un livre rouge par ici, un livre bleu quelque part, un livre orange, un livre vert. Il a fait des premiers groupes. Puis, est-ce que le point le livre que j'ai choisi à la première itération représente bien le groupe vert, représente bien le groupe rouge, etc. On change de représentant, on refait une itération. Alors, si vous voyez là, il y a par exemple, le livre ici, il y a des livres qui ont changé de groupe à la première itération. Comme je change de représentant, ce livre-là, qui avant était proche de l'ensemble vert, finalement, est plus proche du groupe rouge. Et on refait une itération, puis on va voir que les groupes bougent petit à petit. Donc, on a un autre point qui est réaffecté. Et puis, petit à petit, on voit que ça se stabilise, ça va converger vers des groupes différents de ce que j'avais au début. Donc, je choisis des représentants. Ces représentants sont faux, mais je les corrige au fur et à mesure. Et chaque groupe est représenté par un livre moyen. Un livre qui n'existe pas, mais c'est le livre qui, voici en moyenne ce qu'il y a dans chacune des étagères. Alors, cette méthode, il faut faire attention, c'est qu'elle est très sensible au point de départ. Donc, en fonction des points de départ qu'on choisit, alors là, j'ai fait changer les points de départ de l'initialisation et j'ai fait avancer l'algorithme plusieurs fois. Donc, donc, qu'est-ce que j'ai fait cette chose-là? Non, je pense qu'on a bougé quelque chose. Il y a un code j'ai dû modifier, je pense à quelque part. Au lieu de random ici, il faut mettre RS et retourner le code. Bon, alors là, je ne sais pas ce qu'on a fait. Bon, excusez, il y a quelque chose que j'ai dû modifier dans le code à un moment. C'est pour vous montrer qu'en fonction des points de départ, en fait, on n'a pas toujours le même résultat, donc il faut faire attention dans la manière dont on choisit nos points de départ. Donc, attention, la méthode de cas moyenne, le résultat va dépendre des points qu'on a choisis. Par exemple, si au début, dans mes 1000 livres, les livres que j'ai choisis au hasard pour faire mes étagères, si j'ai choisi 4 livres d'histoire médiévale, ça va être difficile de sortir de ces 4 points-là un livre sur la biologie des animaux et un livre sur l'intelligence artificielle. Que si au début, j'ai choisi de manière plus diversifiée mes livres, je vais arriver à converger vers des espaces plus diversifiés qui vont mieux retrouver mes ensembles. Donc, bien à faire attention au choix des points de départ. Alors, on ne sait pas toujours choisir notre point de départ. Donc, c'est quoi les meilleurs représentants des livres pour ranger dans ma bibliothèque? Ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va faire plusieurs tirages aléatoires. Donc, soit on va faire plusieurs tirages aléatoires, faire plusieurs fois la segmentation, puis dire, c'est ce découpage-là qui me range le mieux les livres dans mon étagère. Donc, c'est peut-être mon 5e tirage aléatoire, parfait. Ou peut-être, je suis bibliothécaire et je sais le genre de livre qu'il y a dans ma bibliothèque, donc je vais choisir judicieusement des points de départ. Alors, choisir judicieusement des points de départ,
si jamais j'ai un ensemble de textes à classifier et puis que j'ai quand même un petit peu de connaissance sur le type de texte que je veux trier, ben là, je vais être capable de choisir au début des textes très différents. Et en choisissant des textes différents, ça va me permettre d'avoir des groupes qui vont bien englober l'ensemble de mes choses. Quand je ne sais pas, je fais plusieurs tirages au hasard. Et puis sinon, ce qu'on peut faire aussi, en fait, on peut décider que le point de départ soit au plat, que le point de départ soit choisi de manière automatique en fait par Python. On peut lui laisser la possibilité de choisir notre point de départ, c'est-à-dire que là, il fait d'abord une boucle au début pour choisir des livres de manière aléatoire dans notre ensemble. Donc, il va faire plusieurs tirages et trouver des livres qui vont être dissimilaires pour démarrer les choses. C'est comme si ce qu'on a fait, de choisir nous-mêmes nos choses dissimilaires, mais par contre, sans la connaissance du domaine de manière statistique. Alors, Camins, on va définir le nombre de groupes. Et la méthode K-moyenne, en fait, va nous donner ce qu'on lui a demandé. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais généré 4 ensembles de groupes, mais si je lui dis « fais-moi un groupe », il met tout le monde ensemble. Si je lui dis « fais-moi 2 groupes », bien voilà, j'ai 2 groupes. Si je lui dis « fais-moi en 3 », il m'en fait 3. Si je lui demande 4, il m'en fait 4. Si je lui demande 5, il m'en fait 5. Si je lui demande n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Donc, c'est là où il faut faire attention aussi avec la méthode K-moyenne, choisir les points de départ, mais aussi savoir combien de groupes je veux faire. Et dans la méthode des K-moyennes, c'est très bon pour trouver les groupes, mais à condition que je sache au début combien de groupes je veux trouver dans mes données. On ne sait pas toujours le nombre de groupes, et on va voir tout à l'heure justement, enfin dans quelques secondes, des manières pour essayer d'estimer le nombre de groupes qui va être pertinent dans notre ensemble. Pour savoir si les groupes nous plaisent, par exemple ici, on voit que au début, moi par exemple déjà, j'aime mieux ce découpage-là que celui-ci. J'aime mieux en 4 qu'en 3. J'aime mieux en 3 qu'en 2. Parce que si je regarde par exemple le groupe orange ici, le groupe orange, il y a quand même des livres à chaque bout du spectre. Donc il peut y avoir des livres quand même très différents. Ici, il y a moins de diversité dans l'espace orange. Il y a moins de diversité dans l'espace vert ici. Donc, il va y avoir des métriques qui existent pour mesurer le niveau de mélange qu'il y a dans un groupe. Et en fait, on va regarder c'est quoi la variabilité qu'il y a dans mon groupe par rapport à la distance du groupe. Donc, on va regarder à la fois c'est quoi la distance de chaque livre au livre moyen et est-ce que les groupes sont séparés les uns des autres. Il y a différentes manières pour mesurer ça, dont une métrique qui s'appelle la méthode silhouette. La méthode silhouette calcule en gros la dispersion qu'il y a dans un groupe et il va ramener ça par rapport à la dispersion des groupes les uns avec les autres. Alors, avec la méthode Camins, quand on ne sait pas comment choisir le nombre de groupes, quel nombre de groupes choisir, l'avantage de la méthode Camins, c'est qu'elle est très rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire calculer un partage en 2 groupes, en 3 groupes, en 4 groupes, en 5 groupes, 6, 7, 8, 9 groupes. Là, par exemple, je dis de calculer un partage en 2, ça ne sert à rien de partager en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, jusqu'à 30. Je vais demander de calculer la dispersion de ce que ça donne. Calculer l'indice silhouette pour ces choses-là. Le meilleur découpage, c'est la valeur qui est en haut de la crête. Donc là, pour Python, il trouve que, par exemple, alors à 2, on est là. Pour lui, le meilleur découpage, c'est 4. Après, il trouve que 3 découpages, pas trop mal. 5 est un découpage pas trop mal. Et puis, plus ça va, moins c'est intéressant. Alors, donc, on pourrait dire, OK, là, vu les résultats que j'ai là, le découpage 4 est bon. OK, c'est pas difficile. Hop, on peut réappliquer la méthode d'avant avec le découpage en 4. Donc, je ne savais pas combien de groupes je voulais en méthode attaque. Je fais un essai de 2 à tout ce que j'ai besoin.
on trace la métrique et on va prendre le maximum de la métrique. Ça fait un bon ensemble. Alors là, sur l'ensemble qu'on a là, de la chance, il n'y a qu'un point. Des fois, ça peut arriver qu'on ait plusieurs maximums potentiels. C'est-à-dire, ben, peut-être tu peux prendre en 4, peut-être tu peux prendre en 6, peut-être tu peux prendre en 8, et puis ça va nous proposer plusieurs maximums, et ça va être à nous de choisir, ben, est-ce que je veux ranger dans, est-ce que je veux mettre 4 étagères, 8 étagères, 5 étagères. Ça va nous proposer des choix, mais ça va nous dire, ben, notamment ici, il n'y a aucun intérêt à faire de faire en 8 ou 9 étagères. Il n'y a aucun intérêt. Ça fait le même niveau d'information. Donc, ce n'est pas nécessaire de payer une étagère de plus pour pas trier mieux les livres. Alors, si on reprend notre ensemble de textes de tout à l'heure, du coup, je vais juste afficher les textes ici. On calcule la matrice TF-IDF pour cet ensemble de textes ici. Si je fais la méthode Camille et que je dis je veux 2 groupes, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire il trouve un groupe avec le premier, le deuxième et le dernier texte. Il veut dire pour lui, cette phrase-là et cette phrase-ci se ressemblent d'un côté, et il fait un autre groupe, il trouve que ces 2 textes-là se ressemblent. D'accord? Alors, je lui dis combien de textes je veux. Il dit, ben, ces deux phrases se ressemblent et les 3 autres se ressemblent. Si jamais je veux faire de la hiérarchie, c'est-à-dire que je vais ranger, par exemple, mes livres de manière thématique et je vais faire des sous-thèmes à l'intérieur des livres. Pour ça, il existe des méthodes hiérarchiques. Alors, les méthodes hiérarchiques sont très bien aussi, elles vont être basées en fait sur la distance de tous les textes les uns avec les autres. Alors, lancez ça tout de suite parce que vous allez voir que c'est long à faire. Parce qu'en fait, plutôt que de calculer la distance de tout le monde au centre de gravité de chaque groupe, un représentant, là, on va calculer la distance de tout le monde à tout le monde. Donc, si j'ai, dans le cas ici, avec notre ensemble de départ, avec nos 1000 textes, et bien, il va calculer la distance de chaque texte aux 1000 autres. Donc, je vais donc calculer la distance du texte 1 aux 1000 autres, du texte 2 aux 1000 autres, du texte 3 aux 1000 autres, du texte 4, enfin 999 autres. Je vais calculer 1000 fois ça. Et après, quand j'ai calculé la distance de tout le monde à tout le monde, je trouve qu'il y a 2 textes qui se ressemblent. Ces 2 textes, on va dire, je vais les mettre ensemble. Et maintenant, on va se reposer la question, les 998 autres textes, quelle est la distance par rapport à ce groupe de 2? À quelque part, il va y avoir une distance qui va être plus petite. Peut-être, on va mettre un 3e livre avec ces 2-là, ou peut-être il va y avoir 2 autres livres que je vais mettre ensemble, je veux dire, ils se ressemblent. Et maintenant, je vais recalculer la distance des 997 autres livres à ces 2 groupes. Je vais faire un 3e groupe. Et je vais calculer 996 distances de tout le monde aux 4 groupes, et etc. Et donc, en fait, je vais faire plein de calculs, parce qu'à chaque fois que je vais dire, ces 2 livres se ressemblent, et ben, je vais recalculer pour tous les autres livres à quelle distance on est de cela. Donc, la méthode est beaucoup plus longue. Par contre, ça va se lister les livres 2 par 2 pour dire, ils se ressemblent, puis ces 2 paquets se ressemblent, et puis le paquet de 5 livres ici ressemble au paquet de 3 livres ici, puis petit à petit, on va les regrouper. Alors, sur l'exemple le même ensemble de données qu'on a là, si on regarde, méthode hiérarchique, vous voyez, on voit un ensemble ici, en plus qui est bien représenté en rouge, un ensemble ici, et on peut voir aussi, soit on va considérer que tout ça, c'est un seul ensemble, et de là, non, c'est de là, en fait. Non, tu dis des bêtises. Là, c'est un groupe, l'autre groupe. Après, c'est les 2 groupes ici qui sont proches. Alors, si jamais je veux 3 groupes, hop, j'ai 7 ensembles de livres, 7 ensembles de livres, 7 ensembles de livres. Si je veux 4 groupes, il suffit que je partage ici. Alors, 7 ensembles de livres, 7 ensembles de livres, celui-ci, celui-ci. Si je décide de couper un petit peu plus bas, j'ai 5 ensembles de groupes. Donc, en fait, si je promène une ligne imaginaire, et en fonction de l'endroit où je la descends, ça veut dire, si tu veux ranger tes livres dans 2 étagères, tu mets d'un côté tout ce paquet-là, de l'autre paquet, tout ce côté-là. Si tu veux couper en 3 étagères, tu mets d'un côté les rouges, d'un côté le vert, de l'autre côté le orange.
Si tu veux couper en 4, tu vas mettre d'un côté le rouge, de l'autre côté le vert, une partie du orange là, une partie du orange là. Si tu veux couper en 5, etc., etc. Donc, ça va nous faire une hiérarchie en fonction de ce que je veux découper. Donc, je peux dire une étagère, et après, à l'intérieur de l'étagère orange, je peux faire 2 sous-groupes. Après, à l'intérieur de l'étagère rouge, je peux faire 2 sous-groupes. À l'intérieur de ce sous-groupe d'étagère rouge, je peux faire 2 sous-groupes. Donc, je peux toujours partager en 2, petit à petit, donc mettre des groupes les uns dans les autres. C'est le fonctionnement des méthodes hiérarchiques. Ça donne, pareil, des très bonnes segmentations. On décide du nombre de groupes a posteriori, alors qu'avec la méthode Camille, il faut choisir au début pour faire des tests pour trouver la bonne valeur. Avec la méthode hiérarchique, c'est le résultat de la méthode. Alors, la méthode hiérarchique a l'air d'être meilleure parce que, ben, regarde, ici, j'ai toutes les solutions en 2, en 3, en 4, en 5. Mais là, j'ai fait juste avec mes données. Vous avez vu un petit peu que ça prend du temps. Si on fait avec 100 000, 1 million ou 1 million de textes à classer, 1 million de phrases, c'est pas un truc exceptionnel. Mais là, il faut calculer une matrice 1 million par 1 million. Après, 1 million moins 1 par 1 million moins 1, 1 million moins 2, 1 million moins 3, 1 million moins 4, jusqu'à 1. Donc, le temps de calcul devient très vite, très, 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 très gros. Et du coup, on n'est plus capable d'utiliser ces méthodes-là. Donc, si on applique ça à notre ensemble de textes tout à l'heure, on retrouve les textes 2 et 3 qui sont ensemble. Et puis, les deux premiers, enfin les 3 et 4 en fait, parce qu'il faut rajouter plus avec Python. Les 2 premiers et le dernier qui sont ensemble, on retrouve le même découpage que tout à l'heure. Alors, je ne vais pas expliquer la méthode qui est ici, la méthode d'Ebescal, mais la méthode d'Ebescal est capable aussi de vous dire, attention, ces textes-là, ils sont quand même différents de tout le monde, c'est de les considérer comme du bruit. Donc, il y a aussi des méthodes de segmentation qui vont dire, attention, ben, voici les 4 groupes que j'ai faits, mais pour les livres en bleu, ils sont trop différents. Enfin, il y a aussi des livres en d'autres couleurs. De toute façon, ces livres-là, ils sont différents des autres, je ne sais pas trop où les classer, peut-être c'est mieux de les mettre à part. Alors, on est capable de faire des groupes. Dans chaque groupe, on peut calculer c'est quoi la dispersion. C'est la métrique silhouette qu'on avait tout à l'heure. Ce qu'on peut faire aussi, c'est juste poser la question, ben, dans chaque groupe, combien il y a de livres? Parce que si jamais je veux ranger mes livres, si j'ai une étagère de 2 livres, une étagère de 998 livres, peut-être ça ne m'intéresse pas. Donc, on peut regarder quelle répartition des partages est-ce que ça fait. Puisqu'on peut essayer de voir aussi, c'est pourquoi, comment sont constitués les groupes. Donc, par exemple, le premier groupe, c'est les livres qui utilisent plutôt tel terme, plutôt tel terme, plutôt tel terme. Ils utilisent beaucoup le terme 3. Dans la deuxième étagère, on utilise plutôt le terme 2. Dans le premier étagère, on utilise plutôt le terme 1. Dans la troisième, dans l'étagère d'après, on utilise beaucoup le terme 2 et très peu les textes 1 et les termes 1 et 3. Tout à l'heure, on utilisait 2. On utilisait aussi quand même 3 de moyenne. Donc, on est capable de voir la constitution des textes les uns par rapport aux autres et de voir s'il y a des livres qui sont un petit peu mal rangés, enfin, on les a mis là, mais parce qu'on ne sait pas où les mettre ailleurs. Bon, je sais que ça va un peu vite, je suis désolé. Maintenant, on va regarder les méthodes supervisées. Les méthodes supervisées, ce qu'on va essayer de faire, c'est maintenant essayer d'apprendre quelque chose. Parce que tout à l'heure, là, les livres, il n'y avait pas de classement. On décide de faire des étagères et puis dire, OK, bon, parce que ces livres se ressemblent, je vais les mettre dans le même paquet. Cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver une manière de placer les livres dans des groupes que moi, j'ai déjà fait. Par exemple, je vais dire, moi, voici, ce livre-là, je l'ai rangé en histoire. Ce livre-là, je l'ai rangé en biologie. Ce livre-là, je l'ai rangé en mathématiques. Celui-là, en histoire. Donc, il y a déjà des livres que j'ai rangés. Et puis, il y a un nouveau livre qui arrive. Je dis, celui-ci, je voudrais le ranger avec les mêmes critères que ce qui a déjà fait avant. Donc, par exemple, on va pouvoir avoir un ancien qui a rangé les livres dans une bibliothèque, un stagiaire qui arrive, il voudrait les ranger, il arrive, il leur mince. Ce livre-là, je ne vais pas redéplacer toute la bibliothèque, je vais le ranger avec de la même manière que les livres précédents. Comment a fait la personne avant moi? Alors, pour être capable d'apprendre, si j'ai juste 3 livres dans ma bibliothèque, si le stagiaire a juste vu 3 livres dans la bibliothèque,
ne sait pas forcément comment faire pour trier les livres. Il faut qu'il en ait vu un certain nombre pour être capable d'apprendre. Donc, pour être capable d'utiliser des méthodes supervisées, il faut des ensembles d'apprentissage plus grands. Alors, du coup, bêtement, là, pour être capable de faire converger la méthode tout à l'heure, j'ai dû rajouter un tout petit peu de phrases par rapport à l'exemple précédent. Si vous regardez, j'ai rajouté 2 phrases et puis j'ai rajouté un petit peu plus de similitudes parce que sinon il aurait fallu faire un plus grand ensemble d'apprentissage pour être capable de converger. Donc j'ai pris un nouvel ensemble de textes où vous voyez tout de suite les groupes, hein, là, in the street, in the street, in the street. On va voir que c'est des choses qui se ressemblent. Et puis, pour mettre un petit peu de choses compliquées, Arthur, à un moment, c'est une personne et à un moment, c'est un chien. Donc, on va voir un petit peu comment le livre fait pour ranger. Puis là, j'ai un chien qui, à la fois, est dans la rue, mais qui n'est pas une personne. Donc, est-ce que ce livre-là, avec Arthur, est-ce que ça va être rangé avec Arthur, la personne, ou est-ce que ça va être rangé avec chien parce qu'ils sont dans la rue, tous les deux. Alors, on va voir ce qui va se passer tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, mon ensemble de textes, là, c'est mon nouvel ensemble de textes, je vais le séparer en phrases. Je vais nettoyer mes phrases pour récupérer les noms, les adjectifs, les verbes. On va calculer les matrices, la matrice TF-IDF. Et on va prendre dans l'exemple ici, c'est que je vais récupérer juste la partie des chiffres à l'intérieur de la matrice. Alors, j'ai chacun de mes textes qui contiennent différents mots qui ont été normalisés, qui ont été tronqués, qu'on va regarder. Donc, comment est-ce que je pourrais apprendre à classer les livres? Alors, pour être capable de faire ça, je vous ai dit qu'il faut que déjà les livres aient été classifiés, puis je vais apprendre comment la personne d'avant a fait. Alors, dans l'exemple qui est ici, je vais dire, moi, qu'il y avait 2 étagères, les étagères 1 et 2. Alors, du coup, ces 2 livres-là sont rangés dans les livres historiques. On parle du grand Arthur, le roi Arthur. Hop. Et puis, ces 3 livres-là ont été rangés dans des choses qui vont porter sur un autre thème. Donc, les 2 premiers livres sont dans une étagère à caractère historique et les 3 autres livres sont rangés dans un livre, dans une étagère à caractère sur la rue. Et puis, le dernier livre, pour l'instant, je ne sais pas où il est classé, mais moi, j'aimerais bien, par exemple, le classer dans cette étagère-là ou l'autre. Donc, ça, c'est la vraie vie. C'est comme ça que c'est rangé. Et là, c'est peut-être où moi, j'aimerais bien le ranger, mais on va regarder ce qu'on est capable d'apprendre avec notre réseau de neurones. Alors, pour faire ça, il y a différentes méthodes. Là, on a pris un réseau de neurones. C'est sûr qu'on n'a pas le temps d'expliquer un réseau de neurones dans le temps qui nous est imparti ici, mais juste une méthode pour classifier. On va faire différents couches de… Oups, j'ai oublié de faire l'étape d'avant. Hop. Je sépare les données en ensemble d'apprentissage, en ensemble de texte. J'apprends mon réseau de neurones. Ça prend assez rapidement. Et puis là, ce qu'on va dire, maintenant ton réseau de neurones est appris. Les livres que tu as classés, que tu as utilisés pour apprendre, comment tu les classerais. Et le nouveau livre, dans quel groupe tu le mets. Donc là, c'est les livres que j'avais déjà. Qu'est-ce que le modèle que j'ai fait prédirait? Où est-ce qu'il mettrait les livres qui sont déjà rangés? Donc, je vais valider si mon modèle a bien appris. Et dans l'autre truc, le nouveau livre, où est-ce que tu le mettrais? Et puis avec ça, on est capable après de mesurer la précision. Donc, à quel point est-ce que les 5 livres que j'ai utilisés, je les aurais bien rangés? Alors, le modèle a parfaitement appris. Le dernier livre, pour l'instant, il l'a mis dans l'étagère 2. Je suis content aussi. Et on est même capable d'aller voir, si jamais il y a des erreurs, est-ce que c'est un livre de l'étagère 1 que j'ai mis dans l'étagère 2 ou est-ce que c'est un livre de l'étagère 2 que j'ai mis dans l'étagère 1? Parce que des fois, ça peut être embêtant de se tromper dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, je suis en train de trier les livres. C'est pas grave si je mets un livre enfant dans la section adulte. Par contre, c'est grave si je mets un livre adulte dans la section enfant. Donc, on pourrait dire, OK,
mon algorithme d'apprentissage, j'accepte qu'il se trompe dans un sens, mais j'accepte pas qu'il se trompe dans l'autre. Alors, je pense que j'ai fini de mon côté pour les explications sur les méthodes. Ça a été vite, je ne sais pas si j'ai été clair ou s'il y a des questions. Parce qu'après, ça va être le tour maintenant de passer la parole de mon côté à Davidé pour mettre en œuvre ce qu'on a vu sur des exemples. Oui, parfait. Merci. Merci beaucoup, Bruno. C'était excellent. C'était riche. C'était intense. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de matériel. Et ça prend le temps que ça prend, c'est sûr. Et donc, je ferai la chose suivante, surtout parce que quelqu'un me faisait remarquer que peut-être ça serait plus utile de passer à travers l'exercice ensemble et d'après récupérer des questions si vous en avez. Donc, à la place de vous remettre en groupe et de vous faire travailler entre vous, je ferai plutôt l'exercice avec vous et peut-être avec Bruno qui des fois peut aussi intervenir. Et avant ça, est-ce qu'il y a des questions pour Bruno dans la salle? Non, ou peut-être, mais est-ce que dans la chat il y en a? Il y en avait une tout à l'heure, je vais te la poser, Bruno. J'ai répondu sur le chat, mais tu vas pouvoir en ajouter. Quelqu'un demandait, je vais lire la question. Est-ce que l'algorithme fonctionne avec toutes les langues? L'algorithme K-means dans ce temps-là. L'algorithme K-means, en fait, fonctionne avec n'importe quelle langue parce qu'en fait, il fonctionne avec la matrice de chiffres qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est après qu'on ait fait la préparation, qu'on ait fait le TF-IDF. Donc, en fait, le problème de la langue, c'est plutôt à l'étape de ce qu'on a vu la semaine dernière, qui permet de transformer le texte en matrice. Donc, et la réponse, donc, de transformer le texte en matrice pour toutes les langues, non. J'avais vu d'ailleurs une question la semaine dernière pour le turc. Eh ben non, je suis allé regarder. Il y a des langues, le turc, l'allemand, des langues qui ont une grammaire un petit peu compliquée, pour laquelle notamment le post-tag se fait pas. On n'est pas encore bien capable de le faire. Il y a quand même un certain nombre de langues pour lesquelles on n'est pas capable. Les langues latines, les langues anglo-saxonnes vont bien. Les langues autour de l'allemand, pour le turc, ne fonctionnent pas pour l'instant. Effectivement, il y a encore de la recherche à faire du point de vue de ces langues-là, l'arabe, mais les chinois, à peu près, quand même, ça va, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches encore. OK. Donc, écoutez, je vais... s'il y a des questions, vous pouvez les poser toujours dans le chat. Je vais faire avec vous l'exercice. C'est très simple en soi. Le but de l'exercice, c'était toujours de remplir des portions du code qui sont vides. Et généralement, ces portions de code, c'est souvent un copier-coller que vous pouvez faire avec du code qui était présenté avant. Donc, le but de l'exercice, comme le but de cet atelier, c'est juste de vous montrer que faire une ligne de code n'est pas totalement sorcière, même si vous n'avez jamais fait du code. Il y a une courbe d'apprentissage, mais c'est faisable. C'est faisable. Il ne faut pas avoir trop peur de ça. Donc, c'était vraiment le but de l'atelier et de vous introduire aussi aux méthodes, mais certainement, le but de l'exercice, c'est celui-là. Donc, je vais commencer par cliquer sur ce bouton-là pour voir si tout va. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un exercice sur un corpus, un dataset qui est très utilisé un traitement automatique du langage naturel pour des questions pédagogiques ou pour faire du développement de nouveaux algorithmes ou pour d'autres choses. C'est un dataset qui contient 20 000 documents qui sont divisés ou segmentés à peu près en 20 thématiques différentes. Donc, c'est déjà un corpus dans lequel il y a des documents qui sont
comment dire, classifié en 20 étagères, pour prendre la métaphore qu'il faisait tout à l'heure Bruno. Et donc, nous allons utiliser ces corpus-là, étant donné que le corpus est quand même relativement grand et nous n'avons pas optimisé les codes pour faire ça de manière rapide. On va juste prendre une sélection de à peu près 3000 documents segmentés en 3 groupes différents. Donc, les groupes sont les suivants. Il y a des documents qui parlent d'auto, des documents qui parlent de hockey et des documents qui parlent de médecine ou des questions médicales. Ces groupes-là sont identifiés avec un target, avec un label, une étiquette. L'étiquette 7 pour les autos, l'étiquette 10 pour le hockey et l'étiquette 13 pour la médecine. Donc, ça, c'est toutes les étiquettes qui sont contenues dans ces corpus-là, qui s'appellent les 20 News Group. Et nous avons récupéré ces 3 groupes-là et les 3000 documents qui sont classifiés avec ces 3 groupes-là. Donc, au total, nous avons généré quoi? Un data frame, on appelle ça avec c'est un tableau Excel, un DF, qui a 2979 lignes, c'est les documents, et 2 colonnes. Les colonnes sont les textes, donc les documents, et les targets, c'est-à-dire 7, 10 ou 13. Donc, un texte, ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est quand même relativement bruité comme corpus. Donc, le but, et je vais le faire avec vous, c'est de commencer comme première partie de l'exercice de remplir les codes vides. La deuxième partie, on ne va pas la faire ensemble. Je vous la laisse pour plus tard ou pour demain. Et le but de la deuxième partie de l'exercice, c'est de revenir en arrière sur les codes, changer des paramètres dans certaines fonctions. Je vous fais des propositions ici, je vous en fais 4. Donc, venir changer un peu des paramètres et voir quel est l'impact sur les résultats des algorithmes. Donc, pour aujourd'hui, on va seulement se retenir à cette première portion de l'exercice. La deuxième, vous êtes libre de la faire ou de ne pas la faire chez vous demain ou samedi avec un café. Un très bon café, très caféiné. Et donc, nous allons cliquer ici sur des fonctions que j'ai construites pour faire des graphiques ou pour donner des résultats de manière plus simple, plus rapide. Alors, voici la première vide que nous avons. Le vide est ici. Donc, c'est dans la fonction, c'est un argument. Donc, c'est un vide de l'argument list post to keep qui fait partie de la fonction cleaning text. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essentiellement ajouter la liste des post tags que nous voulons utiliser pour sélectionner les mots de notre matrice. Alors, pour le but de ce premier exercice, je vais choisir seulement les noms. Alors, les noms, les post tags pour les noms est noun. Je monte un peu en avant. Je fais ça. Vous avez ici la liste de tous les post tags possibles. Donc, les noms, c'est noun. Oh boy. Vous aurez pu mettre, et c'est ce que je vous demanderai samedi matin avec votre café, d'en ajouter d'autres et voir quel est l'impact. Par exemple, les adjectifs ou par exemple les verbes, etc. Alors, on va donc nettoyer notre texte. Ça va prendre 1 minute. Je vais continuer avec l'explication du prochain bloc de code. Donc, ici, on a un deuxième vide. Le vide, si vous voyez bien, est ici. Donc, on doit remplir en fait l'argument min_def de la fonction countVectorizer. CountVectorizer nous permet de générer la matrice, donc d'exécuter l'opération de vectorisation. Et ça prend quelques paramètres pour faire des filtrages
comme je vous disais au début, par rapport à la fréquence. Alors, MINDEF, c'est la fréquence documentaire. Donc, alors, quels sont les mots qu'on doit retenir par rapport à sa fréquence documentaire? Moi, je vous suggère de mettre, comme pour le premier exercice, 15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retenir les mots qui apparaissent au moins dans 15 documents différents. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et le maximum, c'est dans 1200. Donc, s'il y a des mots qui apparaissent dans 1201 documents, ces mots-là, on va l'exclure de la matrice. Parce que c'est un mot qui est trop fréquent. C'est quelque chose qui... ça fait toujours partie de l'objectif que je vous disais au début, c'est-à-dire de réduire le plus possible le vocabulaire avec les mots qui sont le plus possible discriminants. Étant donné que nous, on a 3000 documents, ça aurait pu être aussi plus grand, cette valeur-là. 1200, c'est relativement sévère. Je vais garder ça comme ça. Donc, on y va alors avec ça. Donc, nous avons rempli MINDEF avec 15. Ici, il n'y a pas de bloc de portions à remplir. On génère notre matrice de fréquences. Et ici, on calcule la pondération TF-IDF pour notre matrice. Donc, à la fin, on a une matrice avec 2979 documents et 2988 mots différents. Donc, ça, c'est notre matrice avec laquelle on va travailler. Et alors, nous avons vu avec Bruno le clustering. Nous avons vu que le clustering est sensible à les paramètres K. Le paramètre K est le paramètre qui nous permet de déterminer combien de clusters on veut. Et comme Bruno disait, on ne sait pas toujours combien c'est mieux en avoir par rapport aux données que nous avons. Et alors, on pourrait utiliser une métrique comme la silhouette pour évaluer la meilleure partition. Donc, dans cette bloc de code, je vous demande de remplir ces deux vides-là. Donc, les minimums K requis et le maximum de K requis. Donc, vous voulez évaluer quelle partition? Bruno, tout à l'heure, a fait à partir de 2, parce que faire une partition de 1, ça ne sert à rien, jusqu'à un maximum de 30. Bruno avait fait ça. Vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez. Je vais mettre 10. Donc, on va évaluer la partition à 2 clusters, à 3 clusters, à 4 clusters, à N clusters jusqu'à 10. Et nous avons tracé la métrique silhouette. Là, évidemment, il y a une erreur. C'est qui means non défini. Ça, c'est parce que moi, je parronné toutes les blocs de code. X, ils sont définis. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, je vais revenir. Désolé, mon module pas ouvert. Donc, et voilà. Il y en a un autre, silhouette score, parce que je n'ai rien roulé tout à l'heure. 2 et 10, mais tu peux mettre 2 et 5 aussi si tu veux. L'évaluation. La silhouette, c'est où? C'est ici. Pendant que tu cherches pour le petit morceau de code, j'ai mis dans le chat une adresse pour récupérer toutes les langues avec les bibliothèques pour ceux qui veulent faire dans d'autres langues, et on est capable de voir les langues pour lesquelles ça marche et celles où ça ne marche pas. Il y en a quand même beaucoup pour lesquelles ça fonctionne. Ah, merci, c'est une belle information, merci. Excellent. Donc, de 2 à 10, quelqu'un fait de 2 à 5 ou de 2 à 30. Donc, voici notre silhouette qui est tracée. Et on voit qu'on a quelque chose de bien A3. Ça tombe bien parce que nous, on sait déjà que nos 3000 documents sont divisés en 3 classes. Mais on voit aussi des partitions non, qui meilleurent quand elles sont plus grandes. Je ne vais pas rentrer là-dedans sur
les problèmes de la malédiction dimensionnelle, puis sur l'évaluation de ces matrices, c'est généralement la silhouette risque toujours de monter parce que chaque partition est toujours meilleure, mais on ne peut pas rentrer là-dedans. Mais déjà ici, c'est pas pire. On a quand même notre 3 qui est relativement haut. On en a d'autres qui peuvent être aussi corrects. Ici, la seule chose que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en train d'analyser une matrice avec 2, 3 ou 10 dimensions, mais c'est une matrice avec 2988 dimensions. Donc, c'est généralement les mathématiques, quand on a autant de dimensions, ça commence à être compliqué. En fait, un espace multidimensionnel a des caractéristiques. C'est compliqué de mesurer des distances là-dedans, mais ça se fait par contre. Les textes souffrent quand on fait l'analyse des textes, comme l'analyse génétique. On souffre de ce problème-là, c'est la malédiction dimensionnelle. Mais bon, ici, on voit que quand même la silhouette nous donne les 3, qu'on sait c'est les bons, et nous les donne ici. Ça, en fait, s'il y en a d'autres plus haut, ça veut dire que quand même le texte est très compliqué, la sémantique est compliquée. Ça veut dire qu'il peut y avoir des sous-groupes dans un groupe qui ne sont pas, par contre, comment dire, prévus par les datasets. Mais peut-être que si nous, on lisait les textes, on serait d'accord avec silhouette à 8, par exemple. Le texte, c'est quelque chose de compliqué. Donc, ici, on va remplir une autre vide. C'est l'argument n-cluster de la fonction key-means. Donc, c'est notre algorithme key-means a besoin du paramètre k, qui est n-cluster, le nombre de clusters. Ici, je vous suggère de mettre 3, parce qu'on sait que nous avons 3 groupes. Et alors, on a une silhouette de 0,25. Donc, on a un modèle avec 3 clusters qui sont divisés. Les documents sont divisés de cette manière. Donc, dans les clusters 0, il y en a 738. Les clusters 2, il y en a 1359. Les clusters 1, il y en a 882. On peut aussi voir qu'est-ce que ça donne avec un graphique à 2 dimensions. Qu'est-ce que ça donne cette partition et comment les données sont distribuées dans l'espace. C'est une visualisation compliquée parce qu'il faut faire d'abord une réduction dimensionnelle parce qu'on souffre de la malédiction dimensionnelle. On a 2900 dimensions. Pour faire un graphe à 2 dimensions, il faut utiliser un algorithme de réduction dimensionnelle. Donc ça, c'est nos 3000 documents. L'algorithme a réussi à trouver donc cette classe 2 relativement éparpillée dans l'espace. La classe 0 qui probablement, ici c'est un artefact de la méthode, mais probablement dans l'espace multidimensionnel est quand même très éloigné des autres. Imaginez-vous un graphique en 3 dimensions. Imaginez-vous qu'il est rouge et un peu sur l'axe des Z. Donc ça serait quand même plus éloigné. Là, pour l'instant, 2 dimensions, on ne peut pas voir cette différence. Puis on voit les mauves, la classe mauve tout à gauche. Donc il y a quand même relativement un travail pour être bien. On va vérifier si c'est bien. On va d'abord interpréter les clusters. Donc ici, je regarde les mots les plus importants pour chaque cluster. Donc on voit que le cluster 0 a ces mots-là. Donc voiture, moteur, wheel, etc. Le deuxième cluster a game, team, OK. Le troisième a doctor, people, food, bank, distribution, disease. Donc, on voit que les groupes commencent à se tracer. Les groupes qu'on avait, c'était les autos, les OK et les médicales. Oui, une question, désolé. Dans la liste de mots, est-ce qu'il met le plus fréquent en premier? Oui, pour le moment, oui. Ce n'est pas vraiment le plus fréquent, c'est celui qui a les TF-IDF le plus haut. Dans une matrice comme ça, c'est probablement le plus fréquent du document. Ça reste quand même le plus fréquent. Et donc voilà. Donc, j'évalue donc cette partition avec l'accuracy. Donc, je vous laisse ça, vous le liserez pour comment faire ça, ce travail-là. Bon, j'ai un 87% d'accuracy, c'est-à-dire qu'à 87%, les clustering, donc de manière non supervisée, donc seulement en regardant la distance entre documents,
il a quand même été capable à 87% de regrouper les documents dans la bonne catégorie. Ce qui n'est pas mauvais, en considérant qu'il regarde juste les mots et la distance entre les mots. Il ne regarde pas autre chose. Méthode supervisée, vous allez voir, ça va être plus performant. Donc, je fais des opérations que Bruno a expliquées tout à l'heure. Je fais un train test et un test, encore plus d'apprentissage et encore plus de tests. Ici, il faut remplir. Je vais vite. Vous allez les refaire chez vous. Ici, il faut mettre les corpus, la matrice d'apprentissage, train, et les labels qui sont associés à la matrice d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on donne au réseau de neurones? Au réseau de neurones, on lui donne 2500 documents et on lui dit pour chacun de ces documents quel est le label, quelle est la classe à laquelle il appartient. Donc, le réseau de neurones apprend à partir de ça. Évidemment, je n'ai pas parti les codes. C'est lui. Et voilà. Donc, le réseau de neurones est en train d'apprendre à classifier des documents qu'il n'a jamais vus avec ces trois sujets-là, c'est-à-dire les autos, l'OKI et le médical. Et ensuite, ici, vous allez aussi mettre X-Train pour la validation et les tests pour la prédiction. On va évaluer donc les erreurs. C'est un X majuscule. Les Y, non, mais les X. Donc, on voit que le réseau de neurones a un taux de prédiction de 99%. C'est-à-dire qu'il est capable de classifier avec moins de 1% d'erreur un document dans ces trois sujets-là, qui est les autos, les OKI et les médicales. Donc, pour ça, moi, je termine l'exercice avec ça. Je vais voir s'il y a... Non, il n'y a pas de questions. Est-ce que vous avez des questions? On a encore 5 minutes, si vous avez des questions. Et moi, je vous suggère de reprendre ça samedi matin avec un café. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce que tu as réussi à voir, Catherine, le même résultat? À peu près? Ouais, exact. Exact. Okay. Oui, exact. Si tu donnes l'erreur, peut-être qu'il y a un bloc de code d'avant, tu n'as pas cliqué play parce que j'allais trop vite. C'est possible que... Probablement lui. Celui-là. Probablement, tu n'as pas fait. Ou peut-être, ouais. Donc, je n'ai pas de questions. Alors, moi, je vous remercie. On se voit dans 2 semaines avec un atelier sur la visualisation des données, et toujours à midi. Donc, merci tout le monde et à bientôt. Merci Bruno. Ciao Bruno. Merci aux interprètes aussi. Salut.